Bien et bonjour à tous. On tient donc ici notre dernière série d'ateliers. On va parler donc ici, le titre, oubliez votre triste rubrique comment venir passer au MAS. Donc avec nous pour en parler, Julien Delabaca, que vous avez probablement croisé dans la journée, puisqu'il conclut toute notre journée sur la mobilité. Donc ce matin, un atelier où on parlait d'office de tourisme et de la mobilité. Tout à l'heure, la petite table ronde qu'on a eue avec Renaud Lagrave et Jean Pinard. Et puis, on a également donc Frédéric Pacotte de la société Monkey Factory. Frédéric a été fondateur, un des fondateurs d'Iris Interactive. Donc, il avait mis un petit pied déjà dans le tourisme à ce moment-là. Et puis, il a laissé un petit peu la main sur ce dossier-là pour monter donc une boîte qui s'appelle Monkey Factory, qui a commencé avec une application, MyBus, dont l'idée était de dématérialiser le ticket de bus au départ dans des plus petites agglos finalement qui ne pouvaient pas se doter de grands moyens, et puis ça a bien essaimé. Et aujourd'hui, donc Monkey Factory s'est lancé aussi sur un projet de masse. Voilà, avec déjà des premiers projets lancés, expérimentés, avec des vrais gens qui prennent vraiment les mobilités du quotidien. Et donc ce sera l'idée un petit peu avec Julien qui va nous parler un petit peu du contexte, de comment on peut l'appréhender aujourd'hui. Et puis Frédéric qui va nous faire quelques démos à partir de projets qui aujourd'hui sont en ligne, sont en construction et qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne. On le disait souvent, la problématique du transport, c'est qu'elle est encore assez peu appréhendée dans le monde du tourisme, que c'est le monde qui ne se parle pas forcément beaucoup. Julien, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas forcément cet acronyme MAS, il y en a parmi vous qui découvrent l'acronyme? Ok. Donc on va repartir un petit peu de la base, MAS par rapport à SaaS, Software as a Service, là c'est Mobility as a Service, et déroule-nous un petit peu, c'est l'intermodalité poussée. Alors désolé déjà pour ceux qui ont mangé du Delabaca depuis ce matin, je suis encore là. Mobility as a Service, qu'est-ce que ça veut dire? Alors depuis 2-3 ans, les gens qui travaillent dans la mobilité en mangent, en veux-tu, en voilà. Donc nous, presque, on en a déjà marre. Pour autant, l'idée, c'est l'intégration et la facilitation. L'intégration, c'est le fait d'avoir sur un même dispositif qui, a priori, serait une application, en tout cas quelque chose qu'on va retrouver sur un smartphone, l'ensemble des offres de transport qui sont à disposition sur votre territoire, du transport collectif, du vélo, des offres qui sont partagées, des offres qui sont en free floating, à savoir sans station, etc., etc. Ça, c'est la première idée. C'est d'inclure toutes ces offres de transport, ce qui est rarement le cas, parce que pour ceux qui ont suivi un peu ce qu'on disait ce matin, c'est souvent cloisonné. Deuxième élément facilité, l'idée c'est de pouvoir accéder à une information, si possible en temps réel, et ensuite potentiellement pouvoir réserver, payer. Pour le résumer, c'est être informé et être en règle quand on prend les transports. Ça, c'est la promesse du MAS. Ça, c'est le concept. Est-ce qu'on bascule sur la différence entre la promesse et la réalité? Oui, on peut en parler. Oui. Alors, sachant qu'il y a des pays qui sont un peu plus avancés que nous, on pense aux pays du Nord qui sont qui ont une intégration qui est plus poussée déjà depuis quelques années, alors que nous, on commence à le mettre en œuvre avec quelques expérimentations depuis 2-3 ans, quoi. Ouais, on a quelques débuts de masse, mais je crois que tu nous en parleras mieux. Mais alors, tout le monde se vante. Alors, c'est toujours pareil, c'est comme dans le tourisme. Tout le monde se vante d'avoir un MAS et tout le monde se vante d'avoir le meilleur MAS et le meilleur que les autres. Ça, c'est de bonne guerre. Le fait est que si on parle vraiment d'une intégration globale et totale, on n'a pas réellement de MAS sur le territoire français, on pourrait dire. Et après, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on met dedans? Donc, ce que j'ai tendance à dire, c'est que si on a une approche technique du MAS, à savoir on veut y mettre tous les modes, on veut y mettre les moyens de paiement, le fait d'être en règle, etc., de pouvoir valider, de pouvoir débloquer un véhicule. Je pense que tu ne me contrediras pas. Techniquement, on a à peu près toutes les briques sur la table. On est capable de tout faire. Ce n'est pas un problème technologique aujourd'hui, on n'est pas freiné par ça. Le vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est la question du périmètre. Déjà, est-ce qu'un MAS, c'est une métropole? Est-ce que ça se fait à l'échelle d'une communauté de communes? Est-ce que ça se fait à l'échelle d'un département? Est-ce que ça se fait à l'échelle d'une région? Est-ce qu'on veut un MAS national? À un moment, il y avait des ambitions là-dessus. On s'est très vite calmé parce que c'était un peu compliqué. Il y a une logique de cible. Et là, je pense qu'on est vraiment là pour en parler. Est-ce que le MAS, comme il est vu aujourd'hui, est-ce que c'est que pour du domicile-travail, qui est toujours un peu la cible dans mon domaine qui est le transport, c'est le domicile-travail, le domicile-travail, le domicile-travail. Bon,
Le fait est qu'il y a des gens qui se déplacent pour les loisirs, le fait est qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont en télétravail et qui ont une utilisation des modes de transport qui est différente. Donc c'est quoi la cible? Et c'est quoi les stratégies qui sont liées? Et là, finalement, c'est un peu le vrai sujet. Il y a des stratégies, et je pense que là aussi, on va vraiment rentrer là-dedans. Je suis une région ou je suis une métropole, j'en sais rien, je suis Nice. Est-ce que je fais mon MaaS tout seul? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable, en interne, dans mes services, en termes de techno, de tout faire, de gérer ma donnée, de gérer mon front, mon back, etc., de tout faire? Est-ce que je considère plutôt qu'il y a des choses que je vais faire moi-même? Gérer les données, par exemple, un gros sujet. Et sur d'autres parties, je vais aller chercher des prestats. Est-ce qu'au contraire, je suis dans une logique où je vais faire jardin complètement ouvert et je vais faire en sorte que toutes les entreprises qui veulent me proposer les différentes briques viennent. Moi, je vais finalement m'organiser pour agréger tout ça et je vais être dans une logique très ouverte, très libéralisée. Donc ça, c'est encore un autre sujet. C'est une fois qu'on a défini le périmètre, la cible et la stratégie finalement qui va revenir aussi sur un business model, que peut être le MaaS. Donc, encore une fois, ce n'est pas une vision que technique. Et si je reprends ton exemple, si je suis la ville de Nice, je n'ai pas forcément l'accès aux TER qui sont gérés par la région, aux bus qui sont gérés par le département, et donc il me manque forcément quelques bouts. Sans parler des acteurs privés qui mettent à vélo un scooter, etc. Et c'est là, effectivement, et très bonne transition, où on est sur le vrai sujet, c'est le travail ensemble. Il y a deux sujets liés à ça. Le premier, on a des collectivités qui ont on en a parlé tout à l'heure en plénière, qui ont ouvert leurs données. La question, c'est qu'est-ce qu'on a ouvert et comment? C'est bien d'avoir des données ouvertes, mais si elles sont un peu cracra, en gros, lui, ça lui sert à rien, parce qu'il faut qu'il refasse tout derrière. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc est-ce qu'on a ouvert les données? Quelle est leur, j'aime pas le mot qualité, quelle est leur validité? Et qu'est-ce qui est mis à disposition? Est-ce que les données, elles ont été ouvertes que par les acteurs publics, type TER? Est-ce que Blablabus l'a fait aussi? Et dans quelles conditions, etc., etc. Et le deuxième, c'est effectivement, une fois que tout ça est ouvert ou pas, comment on met tout dans la machine? Parce que l'opérateur de trottinette, lui, il a une API, c'est-à-dire qu'il a plutôt juste une interface où on va se connecter chez lui avec des formats propriétaires. TER, ils vont me filer des données, mais les données sont actualisées au mois de juin. Les autocars, ils vont me filer des données. Alors celles-là, elles sont en temps réel, mais elles sont actualisées au mois de septembre. Et derrière, à un moment, c'est comment on agrège, comment on met tout ça dans un système qui fonctionne. Et ça veut dire qu'il faut se parler. C'est pas que des liens numériques. On ne peut pas apaiser le monde, ça marche pas. Même si ça pourrait des fois être vachement facile. Donc il y a ce vrai sujet. Et du coup, la conséquence, c'est quoi? Évidemment, on va rentrer dans le sujet tout à l'heure, mais déjà, et on voit que c'est compliqué, comment il faut faire travailler tous les acteurs du transport ensemble, les publics et les privés, faire remonter les données qui sont différentes, qui n'ont pas les mêmes temporalités, etc., etc., etc. Ensuite, il faut rajouter les autres briques, le paiement, la validation, l'ouverture, le déploiement, etc. Et derrière, il faut aller chercher le tourisme. C'est-à-dire que tous ces outils aujourd'hui, les MaaS qui ont été créés, ils n'ont pas été créés du tout, soyons honnêtes, clairs et précis, pour le moment, pour les touristes, pour les visiteurs. Donc ça, c'est le deuxième sujet qu'on va aborder. On y reviendra en seconde partie, effectivement. Ça veut dire, ce que tu nous dis là, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas faisable? Ou alors on arrive quand même à trouver des périmètres, des territoires qui ont réussi à passer tous ces écueils et ces étapes? Aujourd'hui, c'est complètement faisable. Moi, je prends toujours un exemple qui est hyper simple. Quand on utilise l'application BVG sur le réseau d'Amsterdam, ils ont un système qui s'appelle le swipe. C'est visuel, hein, c'est très simple. En fait, le swipe, ouais, ça c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Le swipe, c'est quand vous avez votre point de départ, point d'arrivée, sur le côté, il y a un petit truc qu'on peut faire comme ça. Et là, il y a une quinzaine de POI avec des images, avec du contenu, qui sont en gros les POI d'Amsterdam, où en gros la ville, enfin que la ville veut mettre en avant, qu'elle a éditorialisé. C'est du basique, hein, mais vous en sélectionnez un juste avec le doigt, il devient votre destination, et vous avez tous les modes de déplacement pour vous y amener. Et le deuxième intérêt, c'est quoi? C'est que derrière, certains des POI qui ont été rajoutés comme des destinations, finalement, on y a intégré le fait de pouvoir acheter directement les billets d'entrée dans l'appli. Donc là, en fait, c'est du basico-basique, mais pragmatique, où on voit que le MaaS peut aussi être un MaaS, entre guillemets, touristique. Ce n'est pas une intégration parfaite comme on aimerait techniquement. Mais je veux dire, c'est un début. Donc oui, c'est possible. Et puis, on va parler d'autres sujets là qui sont complètement possibles. Ben justement, Frédéric, tu nous fais une petite démonstration de ce que vous faites aujourd'hui, notamment sur Mulhouse, qui est clairement l'acteur qu'on évoque le plus depuis quelques années en France
en tout cas la communauté d'agglo qui a le plus bossé sur le sujet. C'est le projet de référence. Enfin, on le qualifie comme étant le premier MAS de France, en tout cas la collectivité qui s'est engagée le plus tôt et le plus fortement sur ce sujet-là. En fait, il existe aujourd'hui véritablement 2 projets avec un tout petit peu de recul, dans lequel on a une intégration complète des acteurs de mobilité, des services de mobilité. C'est Mulhouse et Saint-Étienne. Voilà. Après, les autres projets sont plutôt en gestation, en devenir, en cours de réflexion, voire même certains ne sortiront jamais. Alors, en fait, concrètement, pour compléter ce que tu disais, Julien, et si on se place du point de vue de l'utilisateur, le MAS, c'est quoi? C'est comment est-ce que je me rends d'un point A à un point B? Moi, c'est ma préoccupation en tant que usager. Comment je me rends d'un point A à un point B en ayant à ma disposition tous les modes de transport disponibles à proximité. Transport en commun, vélo, covoiturage, etc., etc., etc. Ça, c'est ma préoccupation en tant qu'usager. Or, aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est une belle galère de pouvoir faire ce type de parcours-là. Si tant est qu'on veuille combiner peut-être un peu de vélo, un peu de transport en commun, un peu de parking éventuellement en début de trajet, parce qu'on va avoir un parcours qui est garni de coutures et de grosses coutures qui vont nous demander de changer d'application, de créer des comptes, d'enregistrer des moyens de paiement et qui va faire que finalement c'est décourageant. Donc moi ma préoccupation en tant qu'utilisateur, c'est comment je me rends d'un point A à un point B facilement. Et facilement, ça veut dire aujourd'hui, ça veut dire avec mon smartphone. C'est le moyen le plus facile qu'on a trouvé de rendre la mobilité accessible. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on rende cette mobilité accessible? Parce que l'objectif du MAS pour les collectivités et pour le législateur, parce qu'il y a une loi aujourd'hui qui décrit ce que devra être l'avenir du MAS, hein, c'est la loi d'orientation des mobilités, c'est qu'on mette beaucoup moins de voitures dans nos déplacements notamment, ou pas du tout de voitures, ou beaucoup moins. Donc comment est-ce qu'on va changer les habitudes, comment est-ce qu'on va changer les comportements? C'est en facilitant l'accès à ces à ces services de mobilité et en le faisant au travers de services digitaux et principalement son smartphone, celui qu'on a dans la main. Alors, je vais faire un truc. Normalement, pendant un atelier, une conférence comme ça, c'est interdit, on n'a pas le droit de le faire. C'est pas bien, c'est une démonstration en live. Tu vas te mettre tout nu? Alors, non, ça c'était pour le stand de Hague, tout ça, non, c'était ce matin. Non, c'est pas de ce genre de choses. Là, c'est faire une démo live. On va prendre le risque, tout marchera peut-être pas parfaitement bien, mais c'est pour vous illustrer à quoi ressemble une application en masse et en prenant l'exemple de la ville et de l'agglomération de Mulhouse. Alors je vais le faire rapidement. Donc aujourd'hui, chez Monkey Factory, on conçoit une interface destinée à des utilisateurs en mobilité, pas comme le fait Google, pas une approche Maps, on appelle Maps Centrics. Donc grosso modo, mon écran de démarrage, c'est une carte, j'ai un ensemble d'informations dans cette carte et puis je vais me débrouiller pour trouver ce que je recherche. Il y a une image moi qui me parle assez, je vais la partager avec vous. C'est comme si je vous invitais au restaurant, on s'est installé à table et puis le chef met sur la table tous les ingrédients et nous dit maintenant faites-vous une recette de cuisine et mangez. Moi quand je vais au restaurant, je préfère qu'on me fasse une proposition, éventuellement qu'on anticipe mes envies, mes besoins, voire même qu'on m'étonne. Eh bien, nous, on essaie d'aborder la chose de la même manière en disant on va essayer de se concentrer sur les fonctionnalités qui sont les plus utiles pour l'usager. La première d'entre elles, c'est évident, c'est le calcul d'itinéraire. On n'y reviendra pas. On n'y reviendra pas. C'est une chose qui paraît à peu près convenue. Que je sois d'ailleurs un usager habituel qui prend à peu près toujours les mêmes moyens de transport, mais qui à un moment aura besoin de faire un déplacement un petit peu particulier ou se rendre à un rendez-vous dans un endroit qu'il connaît un petit peu moins bien, ou que je sois un occasionnel ou un visiteur, un touriste par exemple, qui de manière occasionnelle arrive sur un territoire et ne sait pas où se trouvent les endroits qu'il doit aller visiter et comment s'y rendre. Je passe sur le calcul itinéraire, c'est quelque chose que vous connaissez. Remarquez, si on va faire un petit test. Chez Mulhouse, il y a une très belle piscine olympique. Et donc, l'objectif de l'application, c'est de me dire quel va être le meilleur moyen pour me rendre à cette piscine olympique et comment je peux m'y rendre le plus vite. À l'instant T, là, tu as pris un hyperloop, hein.
Hein? Pour aller de Pau à la piscine olympique de Mulhouse, Alors, t'as fait un hyperloop, je crois. Ça, faut de l'hyperloop. Alors, j'ai pas mis le postulat, c'est qu'on est faussement géolocalisé. Je vous ai transporté à la gare de Mulhouse. En fait, on est arrivé à la gare SNCF de Mulhouse. Et là, on se dit, la première chose quand on arrive, on descend du train, j'ai envie d'aller me baigner, j'ai envie d'aller à la piscine. Ce qui arrive souvent quand on descend du train. Hein. Moi, tout le temps, quand je descends du train, j'ai envie d'aller me baigner. Et donc, voilà, on boucle sur ce que tu disais. Voilà. Le moyen le plus simple tout de suite, c'est de le faire en vélo. Bon, ça tombe bien, il y a un service de vélo en libre-service à Mulhouse, mais peut-être que le temps n'est pas terrible ou que je suis un peu feignant. Je me dis, je vais faire suffisamment de sport en allant me baigner et je vais plutôt privilégier les transports en commun. Donc, l'application va me proposer différents modes. Là, je vais pouvoir enchaîner 2 lignes de transport avec un peu de parcours à pied en début et en fin pour aller jusqu'à mon étape. Bon, on en profite pour expliquer qu'on aura fait un peu d'économie carbone par la même occasion. Et puis, avec quelque chose qu'on connaît déjà. Alors, ce qui est important, c'est que c'est pas un calcul d'itinéraire Google Maps, c'est pas Rome Tourio, c'est les outils qu'on développe spécifiquement à partir de données de plus ou moins bonne qualité. Passons sur la partie calcul d'itinéraire. Le deuxième des besoins que je vais avoir très concrètement et très vite, c'est comment je peux utiliser ces moyens de transport. J'ai vu comment je pouvais me déplacer, j'ai vu que je pouvais aller en vélo à la piscine, j'ai vu que je pouvais aller en transport en commun à la piscine. Bon, je retrouve ici l'ensemble, alors on trouve le swipe que tu évoquais tout à l'heure, l'ensemble des services de mobilité qui sont immédiatement disponibles. Ce qui est compliqué quand on aborde une notion de masse notamment, c'est les contraintes positives que nous impose notamment RGPD. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un système masse, il va agréger différents prestataires, différents services de mobilité. Et RGPD nous impose d'être vigilant par rapport aux données personnelles lorsque je crée mon compte et lorsque je vais utiliser ces services. Donc on va devoir développer des stratégies dans lesquelles on va correctement et de manière concertée et conforme à RGPD gérer ces données. Ces données ne sont transmises aux services de mobilité qu'à partir du moment où je décide d'utiliser un de ces services et pas par défaut quand j'ai créé mon compte. D'accord ? Donc là, il s'avère que j'ai déjà activé le vélo en libre-service, j'ai déjà activé les transports en commun. Je n'ai pas encore tout à fait fini d'activer, par exemple, la location de voitures. Ils ont un service Cities de location de voitures courte durée sur le territoire. Et l'application va devoir gérer donc l'onboarding, si l'application veut bien réagir, l'onboarding auprès de tous ces prestataires qu'on aura agrégés. Donc effectivement, technologiquement, il n'y a pas de... Rien n'est impossible, mais on doit réconcilier tout un tas de systèmes d'information différents, tout un tas d'API différentes, et faire en sorte que le parcours de l'utilisateur, lui, au bout du compte, il soit simple. Donc, quand je souhaite louer une voiture, bah, effectivement, c'est plus exigeant que quand je souhaite emprunter un vélo. Quand je loue une voiture, il faut que je fournisse une carte d'identité, il faut que je fournisse un permis de conduire, il faut que je fournisse un justificatif de domicile. C'est ce que demande le Cities. Il faut que je valide tout un tas de conditions générales d'utilisation. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir utiliser le service. Et donc, un des premiers enjeux et des premières difficultés d'une application masse, c'est comment est-ce que je onboard chacun de ces services et comment je le rends accessible. Là, je ne suis pas encore allé au bout de mon inscription pour Cities, mais il ne m'en manquerait plus qu'à fournir une ou deux informations et je serai arrivé au bout. Bon, ce n'est pas en voiture que je vais y aller, c'est plutôt en transport en commun. Ça tombe bien, j'ai un abonnement que j'ai acheté il y a quelques jours. Alors j'ai un peu triché parce que c'est un abonnement de moins de 16 ans et visiblement, il y a longtemps que j'ai passé cette limite-là. Depuis le 24 février. Tu as 50 ans. C'est vrai, salaud. C'est salaud de le répéter, ça. Et ton numéro de carte bleue est... Ouais. Mais toi aussi, hein. Voilà. On a basculé. Donc, on a de l'information, on a des types de transport qui sont dématérialisés, donc ça veut dire s'interfacer avec des outils billettiques en place. Autre difficulté à prendre en compte, mais qui se gère. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'y aller en vélo. Et parce que l'application me prend la main, elle va m'indiquer quelle est l'offre de mobilité directement à ma proximité. Donc là, je vois que j'ai les transports en commun, mais je vois aussi que j'ai une station de VLS qui n'est pas très très loin, qui est à 84 mètres de moi. Ça tombe bien, il reste 13 vélos. Donc ça, c'est une donnée chaude, hein, c'est une donnée en temps réel que je vais pouvoir libérer, utiliser. Et donc là, sur cette station parvis de la gare, je vais pouvoir décrocher le vélo. Et si je fais ça, bah, je décroche le vélo et j'ai plus qu'à partir avec. Alors là, je ne vais pas le faire tout de suite. Sinon, il y a quelqu'un qui va faire du vélo avec ma carte bleue.
et je vais éviter de faire ça. Mais il me suffirait de faire ça. Bon, je peux le faire que parce que j'ai truqué ma géolocalisation, que je suis juste à côté de la station de vélo. Sinon, si je suis à plus de 100 mètres, je ne peux pas décrocher le vélo pour éviter des mauvaises manipulations. Donc, grosso modo, le MAS, ça ressemble à ça. D'accord ? J'ai un parcours, j'ai les services. Je peux, en l'espace de 2 écrans, arriver à et déclencher ma mobilité. J'ai préalablement créé un compte dans lequel j'ai mis mon nom, mon prénom, enfin voilà le minimum, mon adresse mail. J'ai enregistré un moyen de paiement, ma carte bleue. Tout ça, ça m'a pris 4-5 minutes. Et à partir de là, je peux voyager partout. Et ce qui est formidable avec le digital, c'est que ça va permettre de mettre en place des services que ne peut faire a priori aucun autre support. Par exemple, une des facilités pour les usagers à Mulhouse, c'est que si je voyage au ticket, donc un ticket que j'achète l'un après l'autre, je vais vous montrer pour conclure le truc. Voilà, si j'achète un ticket ça coûte 1,20 € ou 1,30 € à Mulhouse, le temps que ça se charge. Eh bien, si je consomme beaucoup de tickets en l'espace d'un mois, je suis garanti de ne jamais être facturé plus que le prix d'un abonnement. Donc il y a des règles de bouclier tarifaire qui ont été mises en place. Ça, c'est une promesse politique qui est traduite au travers de l'application MAS et qui est surtout à destination des publics les plus précaires. Moi, souvent, on me dit le MAS, c'est pour les gens qui sont équipés, c'est pour les jeunes qui ont un smartphone. Alors, j'explique que d'abord, les smartphones, maintenant, il est largement réparti dans toutes les catégories d'âge, et notamment chez nos seniors qui ont largement appris à les utiliser dans les 2 ans qu'on vient de traverser, et que bien souvent, dans les publics les plus précaires, socialement, enfin économiquement parlant, ils sont généralement équipés d'un smartphone parce que c'est leur seul lien avec les administrations, avec une quelconque vie sociale. Par contre, c'est les gens qui consomment dans l'instant. Et donc le fait de mettre des boucliers tarifaires, ça permet de répondre à une consommation de l'instant de ces gens-là, en leur disant, mais malgré tout, si vous voyagez beaucoup, on va faire en sorte que ça ne vous coûte pas plus cher que le prix d'un abonnement. Voilà un exemple de ce que permettent de faire des outils digitaux en matière de mobilité servicielle. Oui, le MAS, en français, quand on le traduit, c'est mobilité servicielle. Alors c'est intéressant parce que ça illustre bien ce que disait justement Julien. On sent bien qu'il y a quand même quelques jours de développement derrière tout ça, mais techniquement, c'est jouable. Et on a effectivement un service qui devient sans couture et fluide pour l'utilisateur. On voit un exemple ici là, qui s'applique effectivement à une mobilité qui est peut-être plutôt quotidienne, plutôt régulière. Je suis touriste, j'arrive. Qu'est-ce qu'on fait déjà pour me pousser cet outil, pour que je l'utilise? Et pour toi, quelles sont éventuellement les briques qui peuvent manquer pour en faire un véritable usage qui soit davantage orienté touristique? Est-ce qu'on peut faire cohabiter un MAS habitant citoyen et un MAS touristique, ou est-ce que c'est 2 outils qui doivent être déconnectés parce que si je rajoute une couche de tourisme pour l'usager quotidien, ça va éventuellement l'emmerder et empêcher cette fluidité de service? Comment tu vois les choses aujourd'hui et quels sont les exemples qui permettent de l'illustrer? En fait, il y a un sujet qui est un peu compliqué et qui revient à sortir un peu du digital parce que, encore une fois, là, on l'a vu, l'exemple est excellent, technologiquement et techniquement. En fait, celui qui va gérer le bordel, c'est lui. C'est-à-dire que, parce qu'en plus, il n'a pas dit, mais derrière, il y a aussi de la monétique, etc. Enfin, c'est pas évident et il y a des compensations tarifaires, enfin, il y a plein de choses à gérer. Donc, techniquement, technologiquement, on est prêt. La question, vraiment, ça va être de qu'est-ce qu'on veut faire entre le tourisme et la mobilité. Est-ce qu'on veut que les applications de mobilité classiques intègrent du tourisme? Ou est-ce qu'on veut, c'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure en plénière, que le tourisme intègre la question de la mobilité? Déjà, je pense que ça, il faut le définir. Mon point de vue, c'est qu'il faut que les réseaux de mobilité, ou justement pas que les réseaux de transport public pour le coup, que les réseaux de mobilité qui vont intégrer tout ce qu'on vient de voir, le vélo en libre service, pourquoi pas le free floating, le parking, etc., ces réseaux auxquels ont accès les habitants soient accessibles de la même manière pour les visiteurs. Et c'est là que ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que là, on revient dans le concret, on revient dans le physique et on revient dans la vraie vie. J'arrive, alors on va pas prendre le japonais, on a vu tout à l'heure que c'était 0,01%. J'arrive de Paris, chez moi, à Biarritz, sur la côte basque. Je veux accéder aux offres de mobilité, on va dire très simple, j'arrive à l'aéroport. À l'aéroport, la réalité, c'est quoi? Tu veux prendre le bus, la ligne 5 qui va au centre de Biarritz, elle est fléchée cité scolaire. Donc déjà, si tu veux, tu es un peu dans la merde parce que tu dis, cité scolaire, est-ce que je veux vraiment au centre de Biarritz? Donc tu sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait? Que tu sortes ton application
faut que tu sortes ton smartphone et que tu regardes à quoi tu as accès. Et c'est là qu'en fait le problème, enfin en tout cas, que la réflexion arrive. Est-ce que on doit tout mettre et forcer, ou en tout cas pousser une logique de l'application locale dans laquelle la collectivité a fortement investi, comme Mulhouse. C'est-à-dire qu'en gros, tout l'argent que Mulhouse a mis sur ce MaaS, c'est un choix politique. C'est le fait de dire, nous, on a considéré que pour nos habitants, on a besoin de cet outil. Et donc, du coup, on va y mettre des trucs super bien. C'est-à-dire que l'habitant de Mulhouse, il faut que, comme ça, on l'a vu, hein, il accède au vélo, il accède au bus, machin. La question, c'est celui qui arrive de l'extérieur et qui ne connaît pas cette application, déjà, comment il en a connaissance? Donc ça, c'est déjà le premier sujet auquel on se confronte. Et de là, il y a vraiment deux stratégies, elles sont peut-être complémentaires. À mon sens, c'est ce qu'on disait en plénière tout à l'heure, on est quand même encore dans une situation où on va avoir besoin de deux types d'outils. Des outils qu'on appelle des méta-applications, Google Maps, Rome to Rio, Citymapper, Moovit, etc., qui sont des gros agrégateurs qui ont leurs limites. Ça a été dit, je crois. C'est-à-dire Google Maps, en termes d'interface, bon, en UX, ça a des limites. Si vous voulez faire du calcul itinéraire en vélo, c'est crado. Si vous voulez faire l'accès à la tarification est quasi inexistant, etc., etc. OK. Par contre, celui qui arrive à l'aéroport de Biarritz, le premier truc qu'il ouvre, c'est son Maps, et il a cette information. Donc, moi je pense, et je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut qu'on ait ces deux canaux. Le premier canal, et il faut les alimenter, pour le coup, avec une unicité dans les données. C'est-à-dire qu'il faut que lui et Google aient accès aux mêmes données. Derrière, Google va faire son propre truc. Pour celui qui a posé le pied à l'aéroport et qui a besoin d'avoir une première solution, je le redis, pour ne pas prendre le taxi, parce que sinon c'est un échec. J'ai rien contre les taxis, enfin quoique, mais je les aime pas trop. C'est comme les trottinettes. Mais en tout cas, qu'ils prennent les transports en commun. Deuxième élément, c'est de se dire, une fois qu'on a fait ça, c'est pas satisfaisant, je considère aussi. Comment est-ce qu'on va pousser la deuxième application? Et je pense que c'est là où on rentre dans le sujet, c'est-à-dire comment l'application locale dans laquelle la collectivité a fortement investi. Alors après, je fais une petite parenthèse. Un réseau, je prends un exemple très concret, comme Bordeaux, la DSP Transport, c'est 2,2 milliards. L'argent qu'on met sur les outils de masse, c'est que dalle. On est toujours en train de dire ça coûte une... Non, c'est que dalle. À un moment, c'est juste un choix. Par rapport à ce que coûte l'exploitation des réseaux de transport, c'est très peu. Donc, je ferme cette parenthèse, mais en tout cas, voilà, je redis. À partir du moment où on a mis de l'argent sur la table sur ces outils-là, comment on fait pour les valoriser pour les visiteurs qui ne connaissent pas ce truc-là? Et donc là, on revient sur des choses très basiques dont on a parlé ce matin. Le rôle de l'office de tourisme, le rôle de l'aéroport en lui-même, le rôle de la gare. Comment est-ce qu'on fait la promotion de ces outils-là? Donc je pense que ça, c'est un vrai sujet. Encore une fois, on revient à la réalité. C'est si on veut mettre en tourisme la mobilité, il faut que, évidemment, l'offre soit bonne. On le disait tout à l'heure en amont tous les deux. Si l'offre est pourrie, le MaaS, il sera pourri. Ça, c'est clair. Si la donnée est pourrie, le MaaS sera pourri. Mais comment est-ce qu'on fait pour que cette offre-là soit mise à disposition universellement de tous? Et ensuite, à un moment, si on veut pousser cette offre-là, c'est quoi? Et donc là, on pourra en parler tout à l'heure, mais la fidélisation, les avantages, est-ce que c'est moins cher? Est-ce qu'on a des coupes-fils? Il y a plein de choses à imaginer. Mais moi, je le redis quand même, je pense qu'on va continuer pendant quelques temps à avoir une sorte de chemin parallèle entre les deux. Et de toute façon, Google Maps, c'est pas la collectivité qui finance. Et d'ailleurs, ça pose aussi des difficultés. Autre problématique, puisqu'on est dans le tourisme, j'arrive à Mulhouse, j'y passe peut-être 2 jours, je bouge à Strasbourg. J'arrive à Biarritz, je vais faire un tour au Pays Basque, je vais faire un tour... Comment je gère si demain j'ai un MaaS à Biarritz, un autre à Bayonne, j'ai 2 abonnements, il faut que ces gens se parlent entre eux, ils n'ont pas choisi Monkey Factory d'un côté, quelqu'un d'autre de l'autre, il y aura toujours ce problème de fluidité? Encore une fois, là on va revenir sur le débat de la plénière. Je pense qu'il faut encore pour le moment séparer la mobilité de longue distance et tout ce qu'on va trouver comme bouquet de mobilité dans une zone urbaine. Mulhouse est une métropole assez bien dotée, donc à la limite, ils sont chanceux de lancer un MaaS parce que en fait, ils ont une offre qui est pas mal. Donc poser un MaaS dessus, une fois que la couche de base est bonne, il y a toute la techno à y mettre, mais c'est bien. À partir du moment où on sort de la frontière, prenons un cas concret là aussi, Occitanie, région Aquitaine. Effectivement, Occitanie n'a pas de MaaS régional, région Aquitaine en a un. Là, on va revenir sur du basique. Les données, ça veut dire des données standardisées, on ne va pas rentrer dans le jargon, mais des données standardisées, de l'interop, on peut faire de l'interop biétique aussi sur des sujets. Et là, n'oublions pas aussi une chose qui est plutôt cool, c'est que ce qu'on est capable de proposer aujourd'hui technologiquement est très intéressant dans l'universalité. Je prends 3 exemples, je pense que tu pourras m'appuyer. On sait faire du ticket SMS.
Le ticket SMS, finalement, il peut dépasser les frontières. On sait faire du M-ticket, c'est-à-dire, on va dire, dématérialiser un ticket papier sur une appli. Ça aussi, ça peut faire facilement fi des frontières. Le troisième truc qui peut faire fi des frontières, c'est l'open payment, c'est-à-dire que le paiement par carte bleue qui est en train de se démocratiser un petit peu partout, de fait, c'est les mêmes standards. Hein. C'est un standard EMV qu'on peut utiliser partout. Donc là, aujourd'hui, on a une maturité technologique qui ferait qu'on pourrait faire un petit peu fi de tout ça. Ce qui est certain, par contre, c'est que à l'échelle nationale, on n'a pas vraiment de calculateur d'itinéraire, à part un, mais alors si je le dis, tout le monde va huer parce que ça n'a pas très bien marché, c'est SNCF Connect. C'est quand même intéressant comme sujet parce que, sans vouloir rentrer dans des considérations techniques, une des raisons pour lesquelles SNCF Connect a déconné dès le début, c'est le fait que justement ils sont trop restés dans une logique API, c'est-à-dire on va aller piocher très facilement sur les trucs existants. Je pense que s'ils avaient été chercher justement des masses existants et de la compétence sur tous les territoires et d'avoir pris le temps de le faire pour l'intégrer in fine dans SNCF Connect, ça aurait mieux marché. Donc ça existe. Il y a Rome Tourio, tu l'as dit tout à l'heure, un Google Maps sait faire du région à région. Là-dessus, je pense qu'on va encore rester sur deux systèmes. Mais encore une fois, techniquement, on pourrait. Rappelons une chose, c'est qu'à l'époque, quand le ministre des Transports était, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était sous Hollande, l'État avait lancé un projet de SIM, de système d'information multimodal national. Après, ils se sont confrontés à la réalité, ils ont dit minute. Donc je reviens sur le sujet du début, la question de l'échelle, elle est fondamentale. Je pense que le MAS au niveau urbain, on va être très bon. Le MAS au niveau régional, Renaud l'a dit tout à l'heure, il y a des trucs à faire géniaux. Le MAS au niveau national, je ne suis pas sûr qu'on y soit encore. Mais bon. Et juste pour te faire mentir, hein, deux petites secondes juste pour taquiner. En fait, il y a une autre solution que SNCF Connect. Là, on était toujours à Mulhouse. Hein, pardon, je vous ai ramené à Mulhouse et on a calculé l'itinéraire pour aller jusqu'à cette salle. Et donc, on peut le faire. C'est possible. C'est possible. À la différence des SNCF Connect, c'est qu'on aura rajouté en plus les transports en commun qui va me permettre de faire le dernier kilomètre. Voilà. Donc, il y a des initiatives qui existent. On fait partie de ces initiatives-là. Après, voilà, le chemin est long, les acteurs sont parfois un peu réfractaires et le dialogue avec la SNCF est parfois un peu compliqué, mais il s'ouvre de plus en plus. Autre point dans le tourisme, on évoque souvent les boucles, les parcours, ce genre de choses qu'on peut proposer d'ailleurs à l'accueil d'un office de tourisme ou sur son site internet. Est-ce qu'aujourd'hui on est en capacité de proposer un outil qui soit similaire au MAS et où, selon qu'il fasse beau, qu'il pleuve, que j'ai envie de prendre le temps ou que je sois pressé, je peux me faire une petite boucle ou un parcours touristique? Est-ce que c'est aujourd'hui des initiatives qui se mettent en œuvre? Alors, juste pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, l'exemple que tu montrais est super intéressant parce qu'à partir du moment où on a de la donnée, qu'on peut aller la chercher, on peut l'agréger, sortir ça. Après, il y a tous les sujets, effectivement, d'aller le vendre, etc., etc. Mais moi, j'utilise Trainline depuis 7 ans. Et bon, il faut faire des trucs avec eux. Ça sera plus simple. Donc, ça marche. Sur la question des boucles, en fait, ça pose là aussi une question de fond qui est très, très intéressante et qui est très liée au tourisme et qui n'est pas liée à mon monde de la mobilité. C'est la question du contenu. C'est-à-dire que nous, dans le monde du transport, ce qu'on sait faire, et c'est ce que tu as dit, c'est faire du A à B. Et c'est notre job. C'est de dire, tu veux aller de là à là. On va te filer toutes les solutions, si possible, les plus vertueuses. Tu l'as dit, il y a un truc CO2 en plus, etc. Ou les plus rapides, ou les plus économiques. Et finalement, c'est tout ce qui nous intéresse. Nous, le fait d'aller découvrir le territoire et de mettre en avant, de faire la promotion, en fait, jusqu'à présent, on s'en foutait. On va être clair. Hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le tourisme et la mobilité ne se parlent pas beaucoup. On commence à voir des choses qui changent, effectivement, dans la logique des boucles, parce que là, on rentre dans le contenu. C'est-à-dire qu'on va venir éditorialiser un territoire pour dire, à partir de telle gare, à partir de tel office de tourisme ou à partir de tel centre-ville, on est capable de vous proposer des boucles. Alors, pour le moment, c'est quand même plutôt des boucles qui ont été liées à des logiques de vélo. Ça a mis du temps pour une raison qui est très simple. C'est que jusqu'à présent, on n'en a pas trop parlé, mais les itinéraires à vélo, le guidage à vélo était très mauvais parce qu'on n'avait pas de standard sur le guidage à vélo. Moi, j'ai bossé quasiment 2 ans et demi avec Transport Datagouv, que tu connais, qui est le point d'accès national, pour qu'on crée ces aménagements, ces standards d'aménagement, pour faire en sorte qu'en gros, un Waze du vélo ait accès à des données qui soient quand même favorables. Alors, on avait déjà la chance d'avoir des outils comme GeoVélo qui avaient déjà fait le taf en amont, qui ont d'ailleurs été intégrés dans cette logique-là. Et donc, c'est pour ça que ça a mis du temps. Le deuxième sujet, donc ça, c'est un sujet technologique. Aujourd'hui, on est prêt.
il faut faire le taf quand même. Ça veut dire qu'il faut que toutes les collectivités se fadent la standardisation de tous leurs aménagements cyclables. Ça prend du temps. Le deuxième sujet, c'est un sujet de sécurité. Moi, j'ai plein d'offices de tourisme et de direction qui me disaient, moi, je veux bien faire de la boucle, mais si la boucle, tu ne me garantis pas qu'elle est sécurisée de A à Z sur tous les passages qu'on va utiliser, je ne la publie pas. À l'inverse, il y en a d'autres qui disaient, je ne suis pas responsable de ce qu'il y a sur la boucle, je la publie parce que je pense que c'est intéressant et les gens se démerdent avec, etc. Et donc là, ça pose des questions de signalétique, de jalonnement, etc. Mais en tout cas, sur le vélo, on a commencé à avoir des démarches qui sont intéressantes. Là, on rembobine, et c'est très intéressant, on commence à avoir ces logiques-là sur le piéton. Parce qu'en fait, on oublie souvent le piéton, alors que le piéton, c'est vraiment la cellule souche de la mobilité. Et là, on commence à avoir des initiatives. Les Pays-Bas, par exemple, depuis les 400 gares du pays, il y a des boucles vélo et des boucles piétons sur des distances de... C'est pas des distances, d'ailleurs, c'est plutôt des temps de trajet de 15, 30, 45 minutes autour de ces gares-là. Et ça se digitalise. Ça interroge un autre sujet qui est fondamental, et là je pense qu'on va le voir aussi en démo, c'est, je reviens sur ces logiques des données. Qu'est-ce qu'on a comme données derrière? Si on veut coupler de la mobilité avec du contenu, avec du tourisme, on pose fondamentalement la question des systèmes d'information touristique que tu connais très bien, les SIT. Il y en a qui sont vraiment cradouilles, il ne faut jamais mettre le nez dedans. Il y en a qui sont très très bons. Il y a des initiatives comme Happy Day. Non, mais il y a des trucs vraiment très bien. Mais il y a des endroits où il ne faut surtout pas les mettre le nez là-dedans. Donc ça veut dire que là aussi, si on veut pouvoir créer ces boucles, qu'elles soient des boucles à pied, à vélo, ou pourquoi pas demain en navette autonome, enfin j'en sais rien, on peut inventer plein de choses, on revient quand même sur des fondamentaux. C'est que tout ce que lui va vous montrer, si derrière il n'a pas des techniciens qui viennent manger de la donnée qui fonctionne, ça ne fonctionnera pas. Mais par contre, ça permet de faire des choses qui permettent de lier la mobilité comme mobilité, se déplacer pour se déplacer, à se déplacer pour faire des choses qui sont intéressantes. Et je pense que là, on rentre dans quelque chose qui est vraiment cool et qui donne envie, plus que de prendre un bus. Donc c'est un des projets aussi qui fait partie de ce que vous êtes en train de développer. Et donc je crois que tu as une petite démo à nous montrer à ce sujet. En fait, on s'est posé la question et chez Monkey Factory et chez Iris. Bon, le fait que les équipes travaillent à peu près dans les mêmes bureaux, ça a permis d'échanger, de phosphorer sur le sujet. Et donc la question a été chez Monkey Factory, comment est-ce qu'on met une dose de tourisme dans une application de mobilité? Bon, c'est les sujets avec lesquels on réfléchit à Mulhouse, hein, c'est l'écran que je vous projette derrière, dans le cadre duquel on se dit, voilà, on va, sur cet écran d'accueil, quand on aura parcouru toutes les fonctionnalités prioritaires, peut-être qu'on va se mettre ce petit soupçon de tourisme et se dire en fonction de la géolocalisation de l'utilisateur, en fonction de l'heure, de la date, on va pouvoir lui pousser quelques informations liées à des objets touristiques qu'on connaît, correctement qualifiés, avec une donnée de qualité autour de qu'est-ce qu'il y a à visiter aux alentours. Bon, en plus, on va pouvoir expliquer comment on s'y rend en transport en commun ou en vélo, c'est quoi les événements du jour, où est-ce qu'il y a un resto sympa pour aller manger à midi. Donc, de se dire, on va penser aussi à ces utilisateurs parce qu'ils font partie d'une partie de la cible à laquelle on s'adresse. Ça, c'est comment est-ce qu'on met du tourisme dans la mobilité. Quand la mobilité dans le tourisme, ça c'est un autre sujet. On travaille sur nos équipes ont travaillé sur une preuve de concept sur ce sujet-là. Et on a pris une destination qui est à la fois une destination, un office de tourisme qui travaille avec Iris Interactive et une autorité organisatrice de mobilité qui travaille avec Monkey Factory. Il s'agit de la ville de Béziers. Je pense d'ailleurs que l'office de tourisme ne connaît pas Monkey Factory et les transports de Béziers ne connaissent pas Iris Interactive. On leur a pas expliqué qu'on était en fait à peu près les mêmes équipes. Eh bien, on a réfléchi à un concept qui consiste à dire ce qu'on fait assez habituellement chez Iris Interactive pour les offices de tourisme. On leur fournit des outils qui leur permettent de construire des boucles, des city tours, dans le cadre duquel, à partir de l'offre touristique issue du SIT, on va leur permettre de construire facilement un parcours de découverte dans le cadre duquel on va proposer une expérience, par exemple les incontournables de la ville de Béziers. Et donc, dans ce parcours qu'a préparé l'Office de tourisme, on va redécouvrir, alors c'est un POC, hein, c'est pas une vraie interface, hein, c'est du carton-pâte, mais qui va ressembler de manière assez précise à ce que pourrait être cet outil. Donc un outil dans le cadre duquel on va retrouver les différentes étapes
de son City Tour ait déjà une pré-information sur comment je vais enchaîner chacune de ces étapes. Soit en transport en commun, soit en vélo, soit en marche à pied, parce que c'est souvent le meilleur moyen de se déplacer pour découvrir un territoire. Et je vais pouvoir enchaîner de cette façon l'ensemble de mes objets touristiques. Et ça, c'est à la main de l'Office de tourisme qui dit moi, je vais composer mon offre et le calculateur d'itinéraire va me faire le lien entre les différentes composantes de cette offre. Donc là, j'ai un aperçu. OK, si je veux faire le tour de la ville de Béziers, ça va me prendre à peu près tant de temps. Je vais avoir ces étapes-là, etc., etc. Donc à partir de là, je vais pouvoir planifier mon parcours. Donc grosso modo, dire c'est OK, je veux faire ça demain et je peux décoller de mon hôtel à partir de 8h du matin, par exemple. Je vais pouvoir définir mes préférences. Je vais éventuellement même avoir la possibilité de modifier le contenu de cette proposition. Tout ça peut se faire de manière dynamique. Et ensuite, lancer dynamiquement mon itinéraire et avoir en temps réel ou en temps différé, à partir du moment où je sais à quelle date et à quelle heure je ferai ce voyage, l'ensemble de mon parcours qui va m'amener aux différentes étapes de mon circuit de découverte. Donc là, je sais que je vais démarrer, par exemple, en fin de matinée et qu'il me faudra emprunter ce parcours-là pour arriver jusqu'à l'église Saint-Martin. Ça, c'est peut-être quelque chose que je vais faire pendant que je me déplace. Et puis quand je vais arriver à l'église Saint-Martin, je vais peut-être avoir besoin de me remémorer ce qu'est cet endroit que je vais visiter, les éléments importants, peut-être le numéro de téléphone parce que la grille est fermée, ou avoir les horaires d'ouverture, et ensuite poursuivre et enchaîner la suite de mon déplacement. Donc, l'Office de tourisme, lui, leur a indiqué que grosso modo, pour visiter l'église Saint-Martin, il faut à peu près 1h15 pour le faire de manière suffisante. Et donc, on va enchaîner le calcul itinéraire et dire, voilà, OK, après 1h15, le prochain transport que vous allez pouvoir emprunter, c'est de vous rendre à l'arrêt Pont-Noir, de prendre la ligne F et de descendre 4 arrêts plus loin à l'arrêt Berlioz pour poursuivre votre cheminement. On évoquait ce matin la difficulté qu'on pouvait avoir à relier des données touristiques et des données de mobilité. Quand ces référentiels, quand ces données-là sont bien construites, et on a à Béziers un référentiel de données touristiques bien construit, on a un référentiel de données de mobilité bien construit, on arrive à lier les deux et à proposer un parcours dans lequel on sait ce qu'on va visiter et on sait comment on va s'y rendre. Alors, ce qui est intéressant là, c'est que tu nous dis, on a monté ce truc parce que on gère, nous, en tant que techniciens, les deux côtés, mais nos deux clients, eux, ils ne se parlent pas. Alors, quel peut être justement, Julien, le rôle de la destination aujourd'hui, ceux qui sont là et qui se disent, bah ouais, ça a l'air super, mais moi, les gens qui s'occupent de la mobilité à ma communauté d'agglo, à mon département, dans ma région, je ne sais même pas qui c'est et on ne s'est jamais parlé. Peut-être pas, vous nous le direz d'ailleurs. Mais comment, en tant que destination, je peux avoir une influence là-dessus et essayer d'avoir des outils qui me permettent d'arriver à des résultats qui, effectivement, seront plus intéressants pour mon usager? Je sais pas. On s'en va. Bon, bah super. Non, il y a juste, je rebondis avant de te répondre sur la présentation que tu as faite. Ce qu'il a montré, c'est quand même aussi une manière de se différencier. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait il y aura sûrement encore une grande période où il y aura Google d'un côté et l'application locale de l'autre. Google ne proposera jamais, ou pas avant très longtemps, une boucle, parce que Google, il ne va pas envoyer des gens sur le terrain. Alors, il y a des OT qui pactent avec Google, c'est leur problème. J'en connais qui communiquent beaucoup d'ailleurs là-dessus. OK, enfin, why not, hein. Mais globalement, on va dire de manière globale, Google fera jamais ça et n'aura jamais ce niveau de granularité, de rentrer dans les données du SIT, d'aller faire des boucles qui sont encore une fois du contenu éditorialisé, j'insiste. Et je refais le lien avec l'atelier de ce matin. C'est aussi un job qui est un job local. C'est-à-dire qu'on va utiliser la compétence des agents et des gens qui connaissent le territoire pour faire ça. Donc je pense que c'est vraiment un facteur différenciant. Et si on arrive à l'intégrer dans les applis masse, on les peut-être appelle comme on veut, local, c'est assez génial. C'est vrai qu'on a eu des réflexions quelques années en arrière où on avait des offices qui disaient finalement, il y a tout sur Google, qu'est-ce que je peux faire de plus? Est-ce que j'ai encore besoin d'un site internet? Est-ce que je continue d'investir dans des outils? Comme tu le dis, c'est un facteur de différenciation. Là, ouais, et puis entre-temps, il y a eu Google qui a passé toute sa carte payante du jour au lendemain. Ils ont dit c'est payant. Il y a eu le Covid où on a vu que tous les gens qui avaient bossé sur OpenStreetMap, notamment, je parlais du Seniance tout ce matin, ont eu la main sur ces communs qui étaient extraordinaires, même pour les habitants.
Donc je pense que ça, on a dépassé un peu ce truc-là, et il y a une vraie question de souveraineté. On est en train de parler d'entité publique. À un moment, à qui appartient tout ça? Donc ça, c'est un vrai sujet. Sur le rôle de la destination maintenant, là, on sort complètement du numérique, pour le coup, et on revient sur des sujets qu'on a déjà traités aussi l'année dernière, c'est comment est-ce qu'on fait travailler les gens ensemble. Premier exemple, hein, vous mettez des chargés de mission mobilité dans les CRT, c'est en train d'être le cas, il y en a 3. Alors moi, j'en connaissais que 2, mais il y en a 3. Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, ils sont là en plus. Occitanie, Normandie et Nouvelle-Aquitaine. Premier sujet, parce que sinon, ça percole pas. Donc ça, je veux dire, c'est absolument évident. Travailler sur le sujet de la donnée, tu viens de le dire à l'instant, c'est-à-dire que ça fait fi des limites géographiques extérieures, c'est-à-dire qu'on dise à une AOM, une autorité organisatrice de mobilité, qui est la région, ou qui est une métropole, à un office de tourisme ou à une direction de tourisme, il faut des données, un référentiel de données propres, valides, c'est le même sujet pour tout le monde, et à la fin, à lui de le mixer. À la limite, ça ne nous regarde pas. En tant que collectivité, ça ne nous regarde pas. Nous, on fournit des données. Derrière, on va chercher des gens qui ont la compétence technique pour faire des outils. Donc ça, c'est le deuxième sujet sur lequel il faut absolument qu'on avance, parce qu'on n'y est pas. Enfin, je pense qu'on peut le dire. Là, tu dis à Béziers, tu as la chance d'avoir, d'être où c'est le cas. Globalement, allez, je m'engage, je dirais 75% du temps, c'est pas le cas. Donc ça, il faut le faire, c'est le deuxième élément. Troisième élément, il faut qu'on évangélise un peu sur le digital. C'est-à-dire, je prends souvent, très souvent, et j'ai pas d'action chez eux, mais quand il y a eu le Bruxelles Mobility Store à Bruxelles, dans ce lieu-là, on pouvait comprendre, on nous aidait à comprendre les offres de mobilité, et on nous expliquait comment marchaient les applications. Parce que MyBus, toi c'est la tienne, tu la connais, mais je suis pas sûr que tout le monde capte en fait ce que c'est qu'un VLS, un machin, une offre de car sharing, machin. Donc il y a aussi ce sujet de dire, ces trucs-là on les met en place, mais il faut aider à leur apprentissage, à leur compréhension, après au moins les avoir mis à la connaissance des gens. Ça je veux dire, c'est un sujet qui est vraiment très important. Et ensuite, il y a un vrai sujet d'incitatif, c'est-à-dire que si on veut que les gens utilisent ces outils-là et que la boucle soit utilisée par ces personnes ou qu'on utilise le réseau de transport en commun, c'est quoi les incitatifs? C'est j'arrive dans tel POI touristique en bus, en utilisant l'application machin, j'ai un privilège, j'ai un coup de fil. J'arrive à tel endroit dans telle ville, on me dit, on te file un pack, le fameux package où tu as l'offre de transport gratos et l'entrée dans les musées à moins 30%, elle est intégrée directement dans l'application de masse. Mais si tu n'utilises pas cette application, tu ne l'as pas. Donc c'est aussi une manière de mettre en valeur ces dispositifs-là, qui sont des dispositifs locaux. Et après, il faut le faire intelligemment. Moi, j'hallucine toujours sur le fait que souvent ces trucs-là, et ça revient sur la logique Google Maps aussi, on y a accès une fois qu'on est déjà arrivé. En gros, c'est l'office de tourisme qui va me dire, elle le sait souvent pas, mais c'est l'office de tourisme qui va me dire, utilise l'application MyBus. Mais si j'y vais pas à l'office de tourisme, je sais pas. Et deuxièmement, par exemple, le trajet entre l'aéroport ou la gare et l'office de tourisme, j'ai déjà cramé mon bilan carbone parce que j'ai pris un taxi ou une bagnole. On prend l'exemple de Genève, tu arrives à Genève, à l'aéroport de Genève, tu as déjà accès à ton pack de mobilité où pendant tout le séjour, c'est gratuit les transports publics, tu l'as dès l'aéroport. Donc là, il y a aussi le rôle du rapport à l'espace et de là où on met l'OT ou pas, enfin où est-ce qu'on le déplace, où est-ce qu'on le synchronise pour dire, ok, nous, notre territoire, on vous propose une super appli masse qui marche, avec du temps réel et accès à toutes les offres. 2, pendant le moment où vous êtes touriste, c'est gratos, incitatif, ou du capping, comme tu l'as dit, c'est-à-dire, même si vous l'utilisez 10 fois dans la journée avec 4 gosses, ça sera jamais plus de 20 balles. C'est du capping, ça existe déjà, hein, c'est facile à faire. Et 3, en plus, quand vous allez l'utiliser, vous allez avoir des incitatifs, des privilèges pour accéder à tel truc, à débloquer machin. Une fois qu'on arrive à ce niveau-là, ce qui n'est pas en vrai hyper compliqué, hein. Je ne suis pas en train de dire on met 5 millions d'euros sur la table, hein. Une fois qu'on a fait ça, donc c'est le sujet d'intégrer vraiment mobilité tourisme, le sujet de la donnée, le sujet des DO digital et le sujet de l'incitation, on aura déjà vachement avancé, vraiment. Et là, encore une fois, je ne suis pas en train de dire on est en train de créer le masse touristique et mobilité de la France. Ce n'est pas ça que je dis. C'est des choses basiques qui demandent un peu de discussion, mais qui l'aideraient à lui, qui aideraient les collectivités et surtout qui aideraient les visiteurs. Parce que c'est quand même ça le sujet, je crois. Mais alors, demain, je suis au office de tourisme, je rentre, je fais quoi? Je vais voir qui?
avec qui j'échange pour essayer de faire bouger un peu les choses. Excuse-moi. J'illustre juste ce que tu es en train de faire. Hein. On peut faire des choses simples et démarrer petitement et pour autant commencer à apporter des réponses. J'ai un autre exemple concret en tête. On travaille avec avec les transports de Limoges et MyBus, donc notre application en marque propre multi-réseau. C'est au travers de MyBus que les transports en commun de Limoges propose un titre de transport dématérialisé, un M-Ticket. Et en fait, l'Office de tourisme propose à tous ses visiteurs qui prennent le City Tour un code d'achat qui fait qu'ils ont un titre, je ne sais plus si c'est un titre de 24 ou 48 heures, qui permet d'avoir gratuitement ce titre-là sur l'application. Et donc se dire, OK, j'ai acheté mon City Tour et le transport est inclus dans le package. Et à l'Office de tourisme, autant que je puisse l'avoir compris, ils expliquent ça aux gens qui viennent, ils les aident à installer l'application et leur permettent d'avoir un avantage supplémentaire. Voilà un exemple concret de petites choses qui peuvent être faites. Par rapport à ta question, moi j'ai toujours tendance à dire aussi, ayez toujours là aussi une double stratégie. Quand je dis la stratégie méta-application plus la stratégie locale, vous êtes OT, vous êtes acteur du tourisme, ayez évidemment des discussions pleines, entières, compliquées, tendues avec les AOM, parce que c'est chaud, hein. C'est-à-dire que les gens du transport qui discutent avec les gens du tourisme, les premières réunions, c'est long, parce que c'est des mondes qui ne se comprennent pas. En parallèle, autonomisez-vous. C'est-à-dire ne vous empêchez pas de faire des petits POC. Je veux dire, si MyBus existe, vous pouvez discuter avec MyBus en direct, personne ne va vous en vouloir. Juste tenez au courant l'AOM. Mais si vous incluez, je ne sais pas, un pass, un machin et tout, je veux dire, où est le problème? Donc, faites des choses dans de la concertation de long terme, rude, où on va parler d'argent, machin, etc. Et de l'autre côté, si vous êtes capable de faire des petits POC ou de vous-même sortir une offre de trotte, etc., je veux dire, à un moment, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que moi, j'ai bossé en AOM. Quand ils voient arriver les gens du tourisme, c'est des guignols pour eux. On va être honnête, hein, on va mettre les choses sur la table. Si en face, vous êtes capable d'apporter déjà un début de réflexion ou de leur dire « Ouais, mais mon pote, on a déjà testé ça, et toi, tu le sais pas, mais je peux t'assurer que ça marche », le regard n'est pas le même. Donc, c'est un jeu de dupes, mais il faut créer les conditions du deal, et il faut que dans ce jeu-là, il n'y en ait pas un qui soit au-dessus de l'autre. Donc, rentrez dans le jeu de la concertation et de la discussion, certes, mais ne vous empêchez pas de faire des trucs vous-même. Enfin, honnêtement. Et ça sera d'autant plus d'arguments et de légitimation de ce que vous pourrez faire pour le futur. Donc, moi, c'est vraiment le conseil que je donne. C'est vrai que pour le coup, celui qui a investi 2,2 milliards, comme tu disais tout à l'heure, regarde souvent un petit peu de haut celui qui a un budget de, au mieux, quelques millions. C'est pas faux. D'où le déséquilibre. Est-ce qu'on a des questions de la part de la salle pour nos deux intervenants? Des observations, des retours d'expérience? Moi, j'avais juste une question, justement parce que vous parliez de connecter justement les collectivités par rapport au transport en commun. Mais comment vous gérez les acteurs privés qui proposent également des solutions? Comment tout cela est géré? Parce que souvent, on nous demande de télécharger plusieurs applications. Ouais. Et du coup, sur le smartphone, on a plein d'applis et au final... c'est le parcours avec plein de coutures que j'évoquais tout à l'heure, quoi, qui fait qu'on doit zapper d'une application à une autre, recréer de multiples comptes, etc. etc. Alors en fait, il y a deux cas de figure. Si j'ai bien compris votre question, et vous me direz si j'y réponds bien. Soit c'est une application qui a été montée par les collectivités, comme Mulhouse. Auquel cas, généralement, quand un opérateur privé déploie un service de mobilité sur le territoire, c'est qu'elle a eu préalablement une autorisation de pouvoir se positionner. Donc, il y a généralement une charte de collaboration qui fait que ce prestataire pourra, si c'est prévu dans la charte, être aussi inclus dans la prestation masse. Le service de voiture en courte durée que j'évoquais tout à l'heure, c'est Cities. Cities, c'est un opérateur privé. Mais il a un accord pour pouvoir être présent sur ce territoire-là, et il est inclus dans l'application masse. Simplement, il aura dû à un moment faire un effort avec nous, quand on mettra la fameuse passerelle qui fera qu'on sera capable de dialoguer avec le système d'information de Cities. Donc ça implique de part et d'autre un peu de travail. Et on évoquait le gros du boulot d'un projet masse, ce qui va être 80% de l'énergie, aussi bien en consulting, en gestion de projet, en développement, en recettage, etc. C'est ces fameux connecteurs entre la plateforme masse
et les opérateurs. C'est pour ça qu'il y a des chantiers qui sont menés actuellement autour de le fait de définir des standards, de normaliser ces échanges-là pour dire, OK, on va parler le même langage. Et donc, quand on va devoir s'interfacer les uns avec les autres, ça va être beaucoup moins compliqué, beaucoup moins dur. Ouais, il y a encore pas mal de boulot. Donc, pour le moment, on fait beaucoup de sur-mesure. Et s'il s'agit d'applications privées, alors là, je prends ma casquette MyBus. Ça, c'est ce qu'on fait pour Mulhouse, c'est de la vente de techno en marque blanche. MyBus, c'est notre application à notre marque, c'est notre laboratoire technologique, c'est notre laboratoire d'usage. Bah là, on a juste à contractualiser ensemble, en fait, et se dire, OK, moi, j'aime votre plateforme, elle est intéressante, j'aimerais bénéficier de votre audience. Comment est-ce qu'on deal ensemble? Et le modèle économique d'une plateforme comme MyBus, c'est le fait de percevoir une commission sur le chiffre d'affaires généré. En fait, c'est une plateforme d'intermédiation entre des gens qui ont besoin de se déplacer et des gens qui offrent des services de mobilité. Et si on a 2 secondes à la fin, après les questions, on parlera 2 minutes de la loi d'orientation des mobilités, parce que j'ai un petit message à passer là-dessus. Est-ce qu'on a d'autres questions ou témoignages autour d'expérience? Non? Je vois personne lever la main. On a donc 2 minutes pour parler. Alors non, je vais être très concret. Enfin, c'est un truc peut-être qui concerne beaucoup les gens de la mobilité, mais je vais quand même en parler parce qu'il y a une question de stratégie et une question de comment est-ce qu'on veut garder notre souveraineté en matière de données. Ce qui est pas tout à fait neutre dans l'époque dans laquelle nous vivons, c'est que le législateur a défini dans le cadre d'une loi qui s'appelle la loi d'orientation des mobilités ce que va être le futur de la mobilité et notamment tout ce qui concerne le MaaS, tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui. Et il a prévu aussi que la distribution des services de mobilité, et en particulier des transports en commun, soit dérégulée pour être ouvert à des opérateurs privés, sur la logique de l'open data, les services ouverts, etc., etc. Donc sur le principe, c'est génial. Nous, on adhère à 100% à cette démarche-là. D'ailleurs, on sait que MyBus est un service numérique multimodal depuis que ça a été dit par le législateur. La seule difficulté, c'est que comment se sont emparées les destinations, les territoires de cette loi pour le moment, c'est de dire, OK, vous, opérateurs privés, services numériques multimodaux, vous allez venir consommer nos données, vous allez venir consommer nos services. Donc ça a un coût, ce qui est logique. Donc vous allez devoir nous rétribuer pour ce coût que vous engendrez chez nous. Jusque-là, tout va bien. Par contre, on vous interdit de prendre une commission. Qui est le rôle, enfin le modèle économique logique d'un distributeur. Un distributeur, il se rémunère sur sa performance, il se rémunère sur le volume de vente qu'il engendre. Et aujourd'hui, les opérateurs de mobilité disent « OK, vous allez payer ce que vous nous coûtez, par contre, on vous interdit de prendre une commission sur les titres de transport. » Donc ça nous oblige, nous, éventuellement, à faire payer ces titres de transport beaucoup plus chers qu'ils ne le sont en réalité. Or, la conséquence de tout ça, et ce sur quoi on essaie de se battre, nous, SNM, c'est que les seuls acteurs que ce modèle-là va intéresser, c'est justement Google, enfin on va dire les acteurs issus de la galaxie GAFAM, puisque eux, la commission de survente, ils s'en foutent complètement, parce que leur modèle économique, il n'est pas sur la transaction, leur modèle économique, il est sur la donnée utilisateur. Et en fait, un des objectifs initiaux de la loi d'orientation des mobilités, qui était de gérer la donnée, de protéger l'utilisateur, etc., risque de produire exactement l'inverse. C'est qu'en fait, on déverse nos données utilisateurs auprès des opérateurs dont on voulait justement se défendre et se prémunir. Voilà, petit message que je voulais passer. Oui, intéressant, parce que nous, dans le tourisme, on ne fait pas payer la donnée et ils prennent des commissions dessus. Donc, c'est décidément pas les mêmes mondes. Même si Apidae réfléchit un peu sur ces questions-là et qu'il y a de nombreux CRT aussi qui se posent la question de la mise à dispo, mais on voit ce que ça donne quand tu parlais effectivement de l'open data touristique qui n'est pas toujours de qualité et en tout cas certainement pas uniforme et homogène. Il va falloir effectivement travailler un peu sur ce sujet-là. Bah, écoutez, si on n'a pas d'autres questions de la salle, il est 15h28 et donc 2 minutes en avance. Le train est arrivé en avance. Voilà. Top. Ça arrive de temps en temps. Un petit mot de conclusion ou c'est bon pour vous, messieurs ? On a fait le tour du sujet. On a fait le tour du sujet. En tout cas, on est impatient que vous en parliez de ces sujets de mobilité dans le monde du tourisme. Faites-nous part de vos idées, challengez-nous, réfléchissons ensemble sur comment on peut l'aborder. On voit que le champ est vaste et encore extrêmement ouvert. Donc, n'hésitez pas à venir nous solliciter et à réfléchir avec nous sur ces sujets-là. Et puis bien... il y en a plein d'autres que MyBus, hein, mais
C'est vrai qu'ils sont très bons. Pour le coup, non, mais c'est vrai. Mais regardez, il y a plein d'offres. Ce qu'on a montré là, en vrai, c'est effectivement un des bons exemples. Et je pense que c'est à peu près les seuls pour le moment à s'intéresser au sujet tourisme et mobilité. Mais comme tu l'as dit, c'est historique. Donc c'est plutôt cool. Voilà, honnêtement. Merci Julien et Frédéric, à tous les deux. Oui, on peut les applaudir, allons-y.